Fatima Wassak, vous êtes politologue, consultante en politique sociale et politique publique. Vous êtes cofondatrice du collectif Front de Mer, un syndicat de parents d'élèves qui œuvre dans les quartiers populaires pour plus de justice sociale. Et vous êtes présidente aussi du réseau Classe, Genre, Race, qui se bat contre les discriminations que subissent les femmes issues de l'immigration post-coloniale. Comme chez nous, à Climat Social, vous êtes aussi militante et vous êtes une mère et venez de publier un essai aux éditions La Découverte intitulé La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire dans lequel vous proposez, il me semble, de politiser donc la figure des mères des quartiers populaires pour faire, espérons, basculer l'ordre établi qui menace, attaque, voire tue vos enfants. Et du coup, par rapport à ça, ma première question, ça serait, pensez-vous que si les mères se rassemblent, elles ont entre les mains le pouvoir de révolutionner le monde de demain? Déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous. Ça dépend de quelle mère vous parlez. C'est-à-dire que vous disiez que dans le livre, l'un des objectifs, c'est de politiser les mères des quartiers populaires. Et donc, est-ce que vous parlez de ces mères-là, les mères des quartiers populaires, ou est-ce que de manière plus générale, il s'agit de toutes les mères et pas forcément celles qui vivent dans les quartiers populaires? En réalité, dans le livre, il s'agit bien de toutes les mères. C'est la figure des mères et en réalité des parents, plus généralement, comme sujet politique qui n'existe pas. C'est-à-dire que déjà, de faire exister un sujet politique, donc les parents, déjà c'est une première démarche, c'est un premier objectif politique. D'autant plus en France, puisque à la différence d'autres pays, on peut citer l'Angleterre ou les États-Unis, où les parents existent politiquement, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique pour dire ce qu'ils ont à dire en tant que parents, dire ce qu'ils ont à dire concernant leurs enfants. En France, il y a vraiment cette tradition, bon, je ne développe pas là-dessus, mais une tradition où vraiment on a tendance à considérer que le parent n'est pas le bienvenu déjà au sein de l'école déjà. Il n'est pas forcément le bienvenu en matière d'éducation, il n'est pas forcément le bienvenu en matière de transmission. Bon, rapidement, c'est un peu la France, la République qui arrache les enfants des mains des paysans qui voulaient faire travailler leurs enfants dans les terres, je caricature un petit peu, mais en réalité à peine, qui les arrache pour les mettre dans l'école, pour les instruire et pour leur apprendre à être de bons citoyens. C'est un peu ça l'histoire des parents et des enfants en France. Donc, il y a ce rapport très défiant vis-à-vis des parents en France de manière générale. Donc, il y a déjà le parent de manière générale. Ensuite, oui, il y a le parent en particulier des quartiers populaires. Donc, en fait, le parent des quartiers populaires, ça va être un parent de classe ouvrière et un parent, parmi ces parents de classe ouvrière, descendant de l'immigration africaine. Donc, et là, on a quelque chose de supplémentaire, on a un regard colonial sur ces parents. C'est-à-dire que déjà, les parents ne sont pas les bienvenus, et on va leur dénier une légitimité à, oui, à éduquer leurs enfants en réalité. C'est-à-dire que vraiment, c'est le parent contre la République. Et en plus, il y a des représentations coloniales vis-à-vis des parents des quartiers populaires, avec cette idée qu'ils transmettent un danger à leurs enfants, en fait. C'est-à-dire qu'autant eux sont menaçants et ils transmettent à leurs enfants une menace future. Et déjà de casser ça, en fait, de rompre avec ça. Donc, il y a vraiment une volonté de rompre avec cette image du parent euh, qui fait grandir une menace, un ennemi de l'intérieur, en fait, en France. Il y a aussi une rupture avec, alors là, c'est pas le parent, c'est la mère en particulier. Alors, encore une fois, hein, la mère universelle et puis la mère habitant les quartiers populaires en particulier, son rôle tampon, en fait, que les institutions, la société lui font jouer, mais que souvent, enfin oui, souvent, malheureusement, elle joue elle-même. C'est-à-dire ce rôle de tempérer ses enfants, en fait, quand ils sont en colère, quand ils sont dans des petites choses. Hein. Voilà, il faut pas le petit garçon, par exemple, non, il faut pas pleurer. La petite fille, il faut être douce. Il y a vraiment un truc comme ça qu'on attend des mères, un rôle de tempérance, en fait, qu'on attend des mères. Et un rôle avec lequel moi aussi j'invite euh, à rompre. Donc déjà, il y a une démarche de rupture, en fait. C'est pour moi ce qui fait
l'enjeu révolutionnaire. C'est les parents n'existent pas, on va faire en sorte qu'ils existent. Les parents des quartiers populaires ne sont valorisés que dès lors qu'ils tempèrent les colères de leurs enfants. On va rompre avec ça. Et au contraire, on va être solidaire de nos enfants, et notamment lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont en désaccord. Alors là, je parle d'enfants plus grands, d'adolescents notamment, mais voilà, on va les accompagner. Et c'est assez à rebours en fait de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Donc vous politisez, vous faites rentrer dans la scène, dans l'espace public, le concept de mère, que d'ailleurs vous distinguez des mamans. Et donc ce sujet politique, encore une fois vous m'arrêtez si je me trompe, ce sujet politique il sert aussi à accompagner les révoltes des quartiers populaires, et donc aussi de prendre à rebours, en fait, en effet, comme vous le dites, les politiques institutionnelles, parce que très souvent, je pense à Sarkozy, par exemple, qui disait que voilà, le problème de l'insécurité dans les quartiers ou les choses comme ça, c'est parce que les parents ne font pas leur travail, c'est parce que, voilà, que font des jeunes de 14, 15 ou je ne sais pas quel âge, dehors dans la rue, dans les halls ou machin, nana. Et en gros, cette espèce de discours, il sert à se servir des parents comme étant des outils, presque des prolongements de la police en vérité. Du coup, il y a un vrai sujet sur les politiques publiques et sur les institutions publiques. Vous parlez beaucoup de l'école, de l'hôpital aussi, et en fait, de la façon dont ces institutions publiques ont un rôle hyper ambivalent entre émancipation, rôle d'émancipation, parce que l'école, c'est aussi un lieu d'éducation et donc de potentielle émancipation, et en même temps, lieu de gendarme, encore une fois. Effectivement, avec les révoltes urbaines de 2005, après la mort de Zied Benna et Bouna Traoré, il y a eu tout un champ lexical, un imaginaire, des représentations qui se sont mises en place. Alors, encore une fois, hein, elles prennent leur source dans des représentations coloniales. Mais c'est vraiment à ce moment-là que tout ça se met en place pour vraiment produire des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le fait de taxer les parents de parents démissionnaires. Ça, c'est comme vous l'avez dit, effectivement, si Zied et Bouna sont morts, c'est de la faute des parents, c'est la faute de leurs parents. Qu'est-ce qu'ils foutaient dehors, en fait? Qu'est-ce qu'ils foutaient dehors? Avec une remise en question totale, mais l'air de rien, de la liberté de circuler de ces jeunes-là, de ces enfants-là, en réalité des immigrés et des migrants de manière générale. Moi, je pense que vraiment cette question de liberté publique, on ne l'a pas assez au cœur du débat français parce qu'elle concerne les migrants, les immigrés, les descendants d'immigrés, etc. C'est pourquoi, en fait, dans l'espace public, cette population-là, elle ne pourrait pas circuler librement, en fait. Pourquoi elle est systématiquement entravée par la police, par la vidéosurveillance, par le système de contrôle des services publics, etc. Pourquoi on ne peut pas circuler? Et c'est ça qui se met en place. C'est-à-dire, vos enfants n'ont pas à circuler dehors. Vos enfants, vous les tenez chez vous. Mais alors, la petite astuce, et c'est pour dire aussi l'impact sur la santé mentale lorsqu'on a des enfants non blancs en France, la petite astuce, c'est de dire dans le même temps à ses parents, donc eux-mêmes, qu'ils sont envahissants, qu'ils ne laissent pas leurs enfants choisir, qu'ils étouffent leurs parents. C'est-à-dire que d'un côté, on est laxiste, on est démissionnaire, mais d'un autre, en fait, on impose à nos enfants l'islam. On les entrave dans leur liberté, dans leur émancipation, notamment pour ce qui concerne nos filles. C'est-à-dire nos filles, on ne les laisse pas vivre, en fait. On ne les laisse pas s'épanouir sexuellement. On ne les laisse pas grandir. Alors, avec une hypersexualisation, d'ailleurs, des filles descendantes de l'immigration en France, une hypersexualisation très jeune, en fait, il y a cette question qui est posée. Mais pourquoi vous ne laissez pas vos filles s'émanciper? Parce qu'elle a 3 ans, en fait. En fait, en réalité, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir. Le parent isolé face à l'institution, le parent descendant d'immigration face à l'institution, c'est perdu d'avance. Parce que, justement, il y a ces injonctions paradoxales qui se mettent en place et que, quoi qu'il fasse, en réalité, ça ne va pas. Quand on voit la masse d'inégalités sociales, et ce n'est pas que les violences policières, ce n'est pas que les discriminations directes ou, on va dire, sale arabe, sale nègre, enfin, tous les trucs qu'on lit comme ça sur les réseaux sociaux, sur les forums là, de policiers, etc. Ce n'est pas toujours dit de manière aussi spectaculaire, en fait. Non, c'est juste, en fait, ce que je raconte un petit peu dans le livre, en fait. Des petites choses, par exemple, le fait qu'un médecin vous dise que votre enfant, il faut le laver. C'est très important. Et tous les jours. Le médecin qui dit ça, ce n'est pas dramatique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de honteux, on ne peut pas porter plainte. On peut pas... Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vous rabaissent, qui vous infantilisent lorsque vous êtes parent, qui désenfantisent les enfants. C'est des petites choses comme ça qui se mettent en place et qui, effectivement, font que du ventre de nos mères
jusqu'à la tombe, en fait, on est orienté. Alors, vous avez pris l'exemple de l'école par rapport au marché du travail, mais effectivement, alors le gros tri, c'est le collège, mais bien avant, déjà dès la crèche, dès la maternelle, dès la primaire, en fait, c'est comment, en fait, petit à petit, on réduit le champ des possibles des enfants, donc en leur montrant que tu veux être médecin, ingénieur, etc. Oublie, n'y pense même pas, et d'ailleurs, c'est des enfants souvent qui n'y pensent même pas, et qui plutôt, voilà, trouvent ça normal d'être orientés au collège vers les filières professionnelles courtes. Voilà, et ça paraît. Alors, des fois, il y a un petit peu de clash avec les parents. Il y a des parents qui résistent, il y a des enfants qui résistent, etc. Mais la plupart du temps, quand même, ils y vont. Et personne n'est choqué du fait que sur les filières professionnelles courtes, donc CAP, BEP, il y a une hyper concentration de jeunes non blancs. Je veux dire, à part dire qu'on est ultra doué pour la coiffure, le secteur tertiaire, le service à la personne, et que c'est génétique. Bon, comment expliquer qu'en fait, il y a cette surconcentration? C'est bien qu'il y a eu ce travail en fait, de réduction du champ des possibles. Et là-dedans, le parent, effectivement, a un rôle, oui, d'agent de l'ordre établi, d'agent de maintien de cet ordre social, en fait, effectivement, très précis. Et donc, c'est contre ça qu'il s'agit de travailler. C'est pas facile, parce que déjà, de dire à des parents, en fait, il s'agit de vos enfants. En fait, lorsqu'ils sont discriminés, lorsque ce qu'ils apprennent à l'école, par exemple, vous avez l'impression que c'est discriminatoire, que, en fait, vous avez votre mot à dire. Alors, si je peux me permettre une toute petite parenthèse, là, avec ce qui s'est passé, avec l'attentat dont a été victime Samuel Paty, donc l'enseignant, donc victime d'un attentat perpétré par un musulman, il y a un texte qui a été produit par une interview de Jean-Michel Blanquer. Et il parlait d'islam musulman, enfin ça il sait très, très bien faire, c'est-à-dire qu'il va sortir un truc, une bombe quoi, mais comme il va la glisser dans un truc où il parle des musulmans, il se passe un truc en France, c'est que les gens qui ne sont pas musulmans se disent « Ah de toute façon c'est pas pour nous ». En fait il a dit ça, mais c'est pas pour nous, c'est pour les musulmans, donc ça va. Et en fait donc il a dit les musulmans, l'islam, les musulmans, etc. Et à un moment donné il a dit les parents n'ont rien à dire en matière de pédagogie. Il n'a pas dit les parents musulmans, il a dit les parents n'ont rien à dire en matière de pédagogie. Et ça c'est fou quand même. Je veux dire, voilà, alors moi je suis une femme, je suis une mère, j'ai porté 9 mois à mes enfants, je les ai allaités 2 ans, je le répète tout le temps dans le livre et je le répète tout le temps à mes enfants. Enfin, je veux dire, si j'ai quelque chose à dire pour ce qui concerne la pédagogie. Donc c'est pas simplement facile où il s'agirait d'aller conscientiser les gens pour leur dire regardez, venez, on va défendre nos enfants, on va se mettre, et donc on va se mettre en collectif, on va se mettre en politique. Non, c'est qu'on a aussi des gens, donc l'État, les institutions, la société en fait de manière générale, qui est dans un rapport de force pour déposséder les parents, et en particulier les parents des quartiers populaires, de son rôle en fait d'éducation et de transmission. Donc c'est la guerre en fait. C'est vraiment la guerre. Parce qu'en plus là, je vous ai dit, avec cette histoire d'islamisme, c'est compliqué en fait. On est vraiment sur un temps où même de dire mais c'est mes gosses en fait, je les éduque comme je veux. Oui, je leur donne des prénoms musulmans si je veux. Oui, c'est comme ça que je veux je veux leur transmettre ma culture, je veux leur transmettre les luttes du pays dont je suis originaire, etc. Mais ça peut paraître dans ces périodes-là, et ça, je vous assure, je ne vous donne pas le détail, mais je vous assure qu'il y a des périodes comme ça où c'est chaud, en fait, pour des organisations politiques comme le Front de Mer, où, en fait, on peut vite être taxé de parents, parce qu'on m'a fait sur l'alternative végétarienne notamment, c'est-à-dire des parents, en fait, qui ont un agenda masqué, qui instrumentalisent leurs enfants pour faire passer des idées. Alors moi, à l'époque, c'était le communautarisme, le séparatisme. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est l'américanisation. C'est en fait, nous, on veut américaniser la société. C'est pour ça qu'on a fait des enfants. C'est pour américaniser la société. Enfin bon, mais en tout cas, voilà, nous, on a quand même ces représentations autour de nous de ne faire des enfants que pour foutre la merde en France, en fait. Donc, c'est pas gagné, mais en même temps, voilà, on a la foi, et c'est là où il tombe sur un os. C'est que je citais Fatiha Damisch dans le livre qui disait voilà, pour nous c'est pas grave, c'est pour nos enfants que c'est très grave, les humiliations, les discriminations, etc. Alors elle a beaucoup milité, c'était une des leaders du mouvement immigration banlieue, et donc c'est une militante, je dirais, y compris pour les discriminations qu'elle a subies elle-même, elle n'a pas lâché. Mais c'était une manière de dire, et ça c'est vrai. Je ne sais pas si parmi vous il y a des parents, mais quand on a des enfants, c'est pas pareil en fait. C'est vraiment voilà, lutter pour lutter, ok, pour la gloire et tout, y compris quand c'est pour soi-même, c'est une chose. Mais par contre, lutter pour ses enfants, là vraiment, l'État français est tombé sur un os parce que on peut aller beaucoup plus loin en fait. Alors en même temps, en termes de stratégie et de tactique même, ça donne quelque chose de plus opérationnel et donc on est moins dans la radicalité, ça c'est vrai. Mais par contre, sur le fait d'aller jusqu'au bout et de ne pas lâcher, là par contre, vraiment c'est un vrai truc, quoi. Et que tous les militants, je pense, et militantes, même qui ne sont pas forcément parents, qui ne sont pas forcément antiracistes, qui sont pas...
devrait mobiliser. Je sais que les écologistes potentiellement peuvent le faire parce qu'il y a quelque chose là sur les générations futures, etc., qui existe déjà dans l'écologie. Et donc, il y a vraiment stratégiquement ce sujet politique-là, les mères et les parents. C'est un vrai sujet politique, c'est un vrai sujet stratégique en fait. Vous avez commencé par parler de cette ambivalence, en effet, entre protection et trahison qui vous mettait face à des dilemmes, vous, les parents. Alors, moi, là, je parle pas en tant que parent, mais plutôt en tant que femme, en effet, solidaire et peut-être future mère. Moi, je me demande comment réagir face à ces différentes catégories de violence. Donc, déjà, clairement, vous parlez dans votre livre des violences policières, vous parlez de cette banalisation des crimes racistes et sécuritaires, de l'impunité des criminels. Comment on est censé se placer en tant que militant, c'est-à-dire est-ce qu'on est censé pousser les gens à s'engager, à se politiser malgré ces violences. Et après, vous parlez aussi de toutes les violences qui sont institutionnelles, sociales, raciales, qui reproduisent les inégalités sociales, qui réduisent les champs des possibles. Récemment, je discutais avec une jeune amie qui est une jeune fille de 17 ans. Moi, je suis de Marseille, qui elle est issue des quartiers populaires et qui est venue me témoigner en pleurant des conditions de travail qu'elle avait chez Amazon. Parce qu'elle est débutante, du coup, elle porte un gilet jaune, elle se fait fliquer, chronométrer par les gilets rouges et en même temps aidée en cachette par les gilets oranges. Et pour elle, c'était complètement insupportable cette situation et c'était extrêmement violent. Et en même temps, j'étais avec une autre amie qui, elle, a 20 ans, aussi issue des quartiers populaires et qui lui disait « Ah, c'est dur, mais est-ce que tu peux me brancher pour bosser aussi parce que là, j'ai besoin de bosser ?» Et en fait, moi, je n'ai pas su exactement comment réagir, c'était à part être empathique, mais j'avais du mal à leur dire, mais les filles, il faut boycotter Amazon, il faut en sortir. Je n'avais pas envie non plus de dévaloriser ce travail parce que c'était le travail qu'aujourd'hui elles faisaient, quoi. Et voilà, je me posais la question de comment, en tant que militante et que femme, comment on peut réagir face à nos amis qui sont là-dedans. Moi, de toute façon, je considère que rien ne sera possible seul, isolé. On est face à une machine de guerre, donc c'est facile, en fait, les injonctions paradoxales. Ça, moi, j'ai pu l'éprouver. L'un des exemples que je donne dans le livre, c'est une réunion de parents. Donc, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas la police, la justice, c'est 11 parents comme moi, et on est autour de la table, et se mettent en place des mécanismes, donc des injonctions paradoxales. Par exemple, c'est 11 parents qui refusent que je parle d'alternative végétarienne, et qui, parce que j'insiste, parce que j'ai le droit de parler d'alternative végétarienne, en fait, en fait, se mettent à 11 pour dire que je suis violente, parce que j'insiste. C'est-à-dire que la violence, c'est le fait d'insister. Ce n'est pas le fait d'empêcher un parent de s'exprimer. Et ça, franchement, même quand tu es militant, militante et tout, tu pètes un câble, en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué parce que du coup, tu t'énerves. Je dis, mais attends, mais... Enfin, tu dis, c'est pas juste, c'est de la mauvaise foi, etc. Mais là, tu vois, je t'avais dit, tu es violente, tu es agressive. Enfin, je veux dire, on peut te neutraliser très, très, très rapidement. Et donc, vraiment, ce que j'ai essayé de dire dans le livre, c'est ne jamais, jamais rester isolé, seul, face à l'institution, quelle que soit l'institution. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu de vue que lutter, c'est perdre. Lutter, c'est perdre, en fait. Quand tu luttes, bah oui, tu perds. C'est comme ça. Non, je veux dire, lutter et gagner. Donc, gagner en honneur, gagner en argent, gagner en reconnaissance institutionnelle, c'est qu'il y a eu un problème, en fait. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment de la lutte. C'est autre chose. Et puis, ça va vite revenir. C'est-à-dire que même quand cette lutte-là, elle est honorée ou elle est reconnue sur un temps, l'institution, elle ne se laisse pas faire, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut honorer un moment, mais dès lors que c'est la remise en question d'un ordre établi, bim, on coupe les pattes. Et donc, on perd. Et si on ne perd pas sur tant d'années, c'est pas de la lutte. Et donc, oui, moi, je le dis aux gens. Je leur dis, bah ouais, lutter, c'est perdre. Vous allez peut-être... Moi, j'étais virée de mon taf toute ma vie. Toute ma vie. Enfin, je ne compte plus le nombre de fois où voilà, j'ai été virée. Alors, c'est une violence, c'est horrible, etc. Donc, on se retrouve à la rue, surtout quand on... Mais oui, c'est ça, c'est le risque que l'on prend lorsqu'on refuse une injustice, quand on refuse une agression, qu'on refuse des violences, etc. Ce qu'on gagne, c'est, je pense, moi, c'est la dignité retrouvée, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui ne luttent pas sont indignes. Hein. Ça veut simplement dire que le fait de lutter, ça apporte
cette fierté, en fait, de ne pas se laisser faire. Cette capacité à ne pas se résigner, pour moi, c'est ce qui me permet de survivre dans cette société. Je le dis là, je suis pas chez les psys, mais bon, presque, mais je vous le dis, franchement, je suis sincère, quoi. Je vous le dis du fond du cœur. Des fois, je me disais, quand on regarde le monde, quand on est un petit peu dans le détail et qu'on a un petit peu de temps pour regarder un peu ce qui se passe, c'est très déprimant quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais bon, voilà, c'est un monde qui est quand même structuré autour de l'exploitation, de la domination, de la violence, quoi. C'est difficile d'aller trouver de la solidarité. Et vraiment, moi, je trouve que ce qui permet à l'individu, à l'être humain de survivre, c'est ça. C'est sa capacité à résister, sa capacité à ne pas se résigner. C'est une question de stratégie. C'est que c'est pas simplement une question de lutter comme ça, de manière chevaleresque, de manière héroïque, etc. et de manière radicale, forcément, etc. Non, c'est voilà, quelle stratégie. Et c'est pour ça que je crois à fond, moi, à la structuration politique, à l'organisation politique, mais même type parti politique. C'est-à-dire que quelle stratégie on met en place, mais au millimètre, quelle tactique on met en place, avec qui on travaille, quels sont les partenaires, sur quel lieu. Par exemple, moi, je défends à fond, et c'est l'autre sujet politique du livre, le territoire. C'est comment on réinvestit le territoire, comment on réinvestit le local. Voilà, en fait, c'est pas y aller pour aller perdre forcément et pour aller se bousiller. C'est en fait y aller pour gagner collectivement. Et ça, oui, il faut travailler des stratégies, des tactiques. Moi, l'un des modèles, je le dis, c'est le FLN algérien, qui était inférieur, entre guillemets, militairement, et même à un moment donné, politiquement. J'ai découvert qu'en fait, ils faisaient des fausses affiches à la Goutte d'Or, à Belleville, à Roubaix, le FLN. Donc, vous voyez, hein, c'est pendant la guerre de libération en Algérie, donc c'est 54 jusqu'en 62. Et en fait, ils faisaient des fausses affiches où, en fait, ils mettaient rencontres, réunions publiques, conférences, etc., tel jour, machin, et on vous donnera l'adresse exacte. Et en fait, c'était mytho, c'était pas vrai. C'était pour faire peur l'État français, pour leur dire on s'organise en fait. On est l'Alta, alors qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'était pour dire voilà. Et puis ensuite ils faisaient des comptes rendus et ils mettaient ils placardaient comme ça à Roubaix. Voilà, nous étions 3000, nous étions, alors qu'il n'y avait rien, c'était faux quoi. Et donc même voilà, c'est pour dire voilà les stratégies, on peut même être sur quelque chose de. Faut pas hésiter en fait, faut faire comme en face. Et donc ça ne répond pas à la question sur Amazon. Je sais pas si vous vous souvenez que 5 Rebellion avait fait une action, alors c'était pas Italie 2, c'était à la Défense je crois, et ils avaient comme ça, ils avaient été interpeller les gens, les consommateurs en fait, pour leur dire non, et ils avaient barré en fait, ils avaient bloqué, ils avaient barré Bon, erreur, tu te dis, mais c'est pas possible, parce que alors, du coup, c'est vraiment contre-productif et tout. Mais je pense que ça traduit bien les luttes qui sont menées par des gens qui sont sur leurs propres enjeux, qu'ils voient comme étant homogènes, entiers, etc. Donc, ils ont leurs enjeux, ils défendent leurs intérêts, qui sont nobles, hein, voilà, lutte contre le réchauffement climatique, c'est des enjeux justice sociale, etc. Donc, c'est des enjeux nobles, mais qui ne prennent pas la mesure des enjeux des groupes minoritaires auxquels ils n'appartiennent pas. C'est un problème de stratégie, c'est-à-dire, mais avant d'aller occuper un espace, il faut quand même s'assurer que les gens qui sont exploités ou les gens qui y vivent, etc., en fait, rejoignent ta cause, que ce ne soit pas en contradiction avec leurs propres intérêts. Là, en l'occurrence, les gens qui étaient là, ils voulaient manger, en fait, ils voulaient acheter à manger. Donc, ou alors, quand on va aller occuper une entreprise, etc., les salariés, en fait, oui, ça se trouve, ils ne sont pas syndiqués, ils n'ont pas les papiers, je sais pas moi, ils ont juste une carte de résidence, etc. Ça les arrange pas de venir foutre la merde. Nous, on l'a eu avec la capsulerie, donc c'est le quartier qui est juste en face là, où en fait on a essayé de mobiliser sur les ascenseurs en panne et oui, en fait, on s'est rendu compte très vite que les gens, en fait, ils pouvaient pas se mobiliser si facilement parce que il y en avait qui n'avaient pas les papiers. Donc là, ça c'est un truc qui fait que oui, ils t'ouvrent pas la porte. Et il y en a qui habitent au 14e étage. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu les insulter en leur disant « Mais t'as pas honte, t'habites au 14e étage, il n'y a pas d'ascenseur, ta mère, elle est malade. » Mais en fait, non, ce qui se passait, c'est qu'en fait, des gens comme nous, hippies, gauchistes et tout, en fait, il y en a plein qui passent dans ces quartiers-là pour dire « Mais venez, on va se bouger, on va faire du community organizing, on va faire du je sais pas quoi et tout. » Et qu'en fait, eux, ça, ils y croient plus du tout parce qu'à chaque fois, ça se traduit par des échecs. Et que surtout, en fait, eux, ils croient beaucoup plus au dossier de relogement, au dossier de logement qu'ils ont déposé chez le bailleur social et qui va peut-être leur permettre d'être au rez-de-chaussée, plutôt qu'à ta lutte de gauchistes, de je sais pas quoi, qui va nous amener, on ne sait pas où. Et que du coup, non. Et eux, ce qui compte pour eux, c'est de protéger leurs enfants, de protéger leur mère, voilà, ils vont pas les faire comme ça, n'importe quoi, en prenant le risque. Donc eux, ils ont leur propre stratégie, en fait. Il faut pas penser toujours que les gens, c'est parce qu'ils se bougent pas, parce qu'en fait, ils sont pas courageux ou parce qu'ils ont mal calculé Non, quand on gratte, en fait, je vous dis, la simple pression familiale de arrête, moi je sais parce que arrête parce que tu nous fais des problèmes, ça il faut le prendre en considération. Ça peut être très très lourd d'avoir sa mère qui appelle tous les matins pour dire mais
je t'ai vu à la télé, là, il faut que tu arrêtes de parler du Maroc, du Rif, du je sais pas quoi, faut que Et ça, bah oui, il faut le prendre en considération. Par exemple, nous, on a gagné, au bout de quelques semaines seulement, on avait gagné le remboursement des charges ascenseurs. Donc, on n'a pas gagné tout de suite le remplacement des ascenseurs, mais juste ça. Bon, après, c'était quelques euros par mois, donc c'était 8 euros par mois qui étaient remboursés sur les 6 derniers mois. Donc, c'est rien, en fait. Mais symboliquement, ça voulait dire aux gens, vous voyez, regardez, on s'est battu, voilà, l'armée n'a pas débarqué, au contraire, vous avez gagné un petit peu d'argent, quoi. Et donc, c'est ce qui a permis d'avoir un petit peu plus de monde, etc., et de grossir les troupes. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien d'impossible, en fait, y compris chez Amazon et tout. Là, moi j'y suis pas. Mais moi, ça m'est arrivé de mener une lutte, je vous assure, c'est il y a déjà un moment, j'étais étudiante à l'époque, sur du téléconseil. C'était que de l'intérim. On n'était que intérimaires. Il y avait plein de femmes voilées avec nous parce que c'est le seul endroit, en fait, où on accepte les femmes voilées parce qu'on ne les voit pas. Et c'était des conditions de travail horribles. Elles se sont aggravées encore dans le téléconseil. Ce que je vous dis, c'était il y a déjà 20 ans, quoi. Et c'était un truc, moi j'en rêvais la nuit. Enfin, c'était horrible, c'est un métier horrible. Et en fait, on s'est battu pour ne pas être obligé de s'appeler Dominique et Camille. C'était les 2 prénoms qui nous étaient imposés. Et parce que moi, je voyais que je devenais complètement folle et j'étais pas la seule. Parce qu'en fait, quand vous essayez de vous construire un petit peu en tant que minoritaire dans un pays raciste, c'est compliqué de passer 8 heures par jour, très tôt le matin, à midi et tard le soir, donc en plus sur des horaires hachés, à vous faire appeler Dominique et Camille, en fait. Et on a gagné. Voilà. Bon, après, je me suis virée peu de temps après, mais c'est pas grave. Ça, au moins, on a réussi à faire, parce qu'à un moment donné, c'est une question de droit et de loi, en fait. Tu n'as pas le droit d'imposer un prénom à quelqu'un dans le cadre de son travail. Tout ça pour témoigner quand même qu'on peut mener des luttes, y compris dans des espaces pas syndiqués, avec des horaires hachés, avec de l'intérim, avec la petite semaine. C'est-à-dire que vous avez un contrat d'une semaine, vous faites le malin, la maline, vous dégagez. Et pourtant, on peut y mener des luttes et les gagner, quoi. Moi, je dis toujours que le militantisme, c'est un travail de Don Quichotte. Et parce que, en effet, on perd. Et j'ai l'impression que dans le militantisme, il y a en effet beaucoup de gens qui ont ce que j'appelle personnellement un peu le syndrome du Jésus-Christ, quoi. C'est, en gros, on y va, on va essayer de sauver le monde, et puis on va sauver plein de gens, et puis on y va, et on est à fond, et on va gagner, et puis ça va sauver le monde, quoi. Et c'est hyper problématique, je trouve, d'un point de vue, bon, déjà, parce que ça amène potentiellement à du paternalisme et des choses comme ça, primo, et deuxio, parce que, en fait, même pour la personne qui est dans cette optique-là, ça n'amène qu'à des désillusions, voire du burn-out militant, et des choses comme ça, et c'est hyper problématique. Et c'est vrai que se tirer de ce truc-là, de ce piège du militantisme et de ce truc-là, en fait, c'est hyper important. Et enfin, je suis content qu'on le souligne. Et c'est la première fois que quelqu'un dit lutter, c'est perdre, et que du coup, je suis d'accord avec ça. Et puis aussi, ce que vous dites sur cette espèce, enfin, je ne sais pas si le terme est exact, mais j'appellerais ça cette espèce d'autodomestication des personnes qui sont issues de l'immigration. Bon, je ne suis pas issu de l'immigration postcoloniale, je suis issu de l'immigration portugaise. Mais clairement, mes parents, par exemple, avaient cette espèce d'optique-là de on ne fait pas de remous, quoi. Et moi, ma sœur et moi, on avait beaucoup ce truc-là aussi. Surtout, ne te mélange pas aux gens qui vont cramer des voitures. Ou surtout, ne fais pas de remous, ne dis rien, en fait. C'est hyper important d'avoir cette espèce de vision, ce qu'on pourrait appeler la convergence des luttes, même si c'est une terminologie un petit peu galvaudée. Donc, cette vision intersectionnelle et multidimensionnelle des luttes, donc prendre tout en compte, mais en même temps de pouvoir intégrer dans ce combat multidimensionnel des personnes qui sont issues d'eux, qui sont ancrées dans, qui sont concernées par, parce que en effet, les points aveugles de nos luttes, en fait, on ne peut les voir que si on a ces personnes-là. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur ce que vous avez fait, par exemple, sur le combat des cantines végétariennes, parce que c'est vraiment un exemple, je trouve, on part du local, on s'adapte du coup au contexte local, aux personnes que ça concerne, et donc on inclut leur point de vue dans cette lutte-là, et en même temps, on arrive à avoir une vision multidimensionnelle et globale sur un problème plus large. En fait, moi, je ne lutte que dès lors que je suis concernée en tant qu'individu, même pas en tant que militante. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais partir sur un truc concret, un truc qui touche tout le monde, un truc local, et puis ça va me permettre stratégiquement d'aller vers un truc plus large, le réchauffement climatique, etc. Non, moi, je ne me suis jamais mise sur une lutte où ça partait pas d'un truc très personnel et très concret. Et puis alors là, pour la petite histoire rapidement, sur l'alternative végétarienne, c'était une période de ma vie où justement on se disait avec le père de mes enfants, qui milite aussi de son côté, on se disait surtout on milite pas pour ce qui concerne les enfants.
C'est vraiment justement un moment où on se disait, on est tellement sur des trucs et tout à l'extérieur et tout, et c'est lourd du coup à la maison, que du coup, pour tout ce qui concerne les enfants, en fait, un peu comme vos parents, on rase les murs, tranquille, on est gentil avec les profs, on est gentil avec la crèche, on est gentil avec les pédiatres, on est gentil avec tout le monde en fait. Donc c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas du tout arrivée en me disant, ah, là, je crois que je tiens un truc tactiquement, on va commencer de ça, et puis ensuite on va aller vers ça. Non, moi je suis partie parce que, en fait, c'était trop raciste. En fait, c'était trop raciste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, tu te dis, mais vous êtes trop raciste. C'est-à-dire que je vous dis alternative végétarienne pour que ma fille puisse manger à midi, parce que moi, j'aime ma fille et je veux qu'elle ait un repas équilibré parce que, pour être très concrète, hein, je paye des impôts et que la cantine, c'est les impôts locaux. Donc, il n'y a pas de raison que moi, qui, comme tout le monde ici, paye des impôts, en fait, moi, je fasse le deuil d'un repas équilibré pour mon enfant. Moi, j'ai une solution à vous apporter. Je ne suis pas la première à le dire. Il y avait, c'était 2015, en 2015, il y a Yves Gégaud, c'est un député de droite, s'il te plaît, c'est pas un islamo-gauchiste. Lui-même, il a fait une proposition de loi à l'Assemblée, c'était en discussion sur l'alternative végétarienne. Voilà, ça règle le problème pour tout le monde, c'est facile à mettre en place, machin. Et c'est parce qu'en fait, vraiment, cette société est trop raciste, trop islamophobe. C'est-à-dire qu'il voit arriver une femme, dès lors que c'est une femme musulmane, si elle a une revendication égalitaire, ça, c'est trop. Cette lutte qui va devenir une lutte, en fait, en tout cas, cette revendication au départ, cette demande, voilà, une demande, va être diabolisée dès le départ. Mais c'est bien ça, c'est être confronté en fait au racisme, à l'islamophobie, etc., qui m'a obligée en fait à lutter. Sinon, j'aurais pas lutté. C'est partir de quelque chose qu'on vit soi-même, un truc concret ou qu'on observe, une expérience en tout cas concrète, un vécu que l'on vit dans sa chair ou que l'on observe, et de là en fait aller voir les gens qui ont le même vécu, donc pas des gens forcément qui veulent militer, mais des gens qui veulent régler le problème de leur enfant. Là, vous parlez de protection. Moi, je pense que, comme vous, je juge pas les parents. Alors, j'aime pas le terme autodomestication. Ouais, Bon, ouais. le mot, il est trop dur. Et non, on s'autodomestique pas, en fait. On a des stratégies. Alors, des fois, elles sont collectives et politiques, des fois, elles sont individuelles. On a des stratégies individuelles pour protéger ses enfants. C'est tout. C'est pas de l'autodomestication, en fait. C'est, au contraire, une intelligence sociale, notamment qu'il y a effectivement dans l'immigration, le fait de s'être exilé, d'avoir quitté son pays, une intelligence sociale où les parents, ils savent très, très bien à quel moment, en fait, il faut faire marche arrière, à quel moment il faut calmer leurs enfants. Moi, je le dis dans le livre, la dignité, c'est de protéger ses enfants. C'est de protéger ses enfants. C'est-à-dire que pour moi, un parent qui fait n'importe quoi, qui fait le radical, qui fait le gauchiste, qui fait machin, alors que ses enfants en pâtissent parce que le parent n'accompagne pas, par exemple, ses enfants à l'école. Son enfant, il est tout seul, il a 5 ans, il est tout seul à l'école. Le parent, il n'est pas là pendant 8 heures pour dire halte à la discrimination, à tout truc. Et donc, oui, on est bien obligé de réfléchir à ces temps où l'enfant est isolé à l'école, où il est tout seul face à l'institution, etc. Donc voilà, donc non, vos parents ne se sont pas autodomestiqués. Vos parents ont une stratégie intelligente de protection. Et pour moi, il ne s'agit pas de la juger, cette stratégie, il s'agit simplement de proposer autre chose, en fait. Et de répondre notamment au dilemme. C'est-à-dire que protéger ses enfants, c'est les trahir lorsqu'on est dans des stratégies individuelles, parce qu'en fait, psychiquement, ça a un impact. Je dire à ses enfants, rase les murs, tais-toi, ne parle pas de ta religion, ne parle pas de ta culture, ne parle pas ta langue, etc. Ça a un impact psychique. Et pourtant, voilà, encore une fois, c'est pour protéger le gosse. Et en fait, c'est comment on propose autre chose qui permet de sortir de ce dilemme-là, en fait. C'est protéger et on protège, on ne trahit pas. C'est la réussite à l'école, ok, parce que comme voilà, vous disiez, vous étiez descendant de l'immigration, vous savez à quel point les immigrés veulent que leurs enfants réussissent à l'école. Il y a un truc autour de l'école que moi-même je reproduis, c'est-à-dire que pour moi l'école c'est très important, l'école publique. Donc c'est l'école publique et en même temps, en fait, on peut aussi faire grandir nos enfants dans la dignité, dans la confiance en soi, etc., etc. Et ça, c'est une proposition politique qu'il faut faire, qu'il faut construire. Il faut qu'elle soit crédible pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, quand ils vous voient arriver avec votre offre politique, ils se disent « elle ne va pas me ramener droit dans le mur, en fait ». Ouais, il faut dire les choses et en même temps, ouais, vous disiez les Jésus-Christ, il ne faut pas faire les messies, il ne faut pas les… moi, en fait, ce que je dis sur cette période-là, je dis, nous, il faut que ce soit que des paillettes. Tout va bien. Quand on nous demande alors comment ça se passe le front de mer, tout va bien. Même s'il y a des annulations, même s'il y a des pressions, même s'il y a des tentatives d'intimidation, des courriers officiels qui sont envoyés parce que c'est ce qui s'est passé, pour nous dézinguer et pour profiter de ça pour faire la chasse aux militants antiracistes en fait et militantes antiracistes, et faut pas le montrer tant qu'on n'a pas perdu en fait. Ça peut vraiment décourager les gens de voir qu'en fait même quand on a une stratégie, quand on essaie de faire les choses bien, quand on est les gentils c'est nous en fait. Vraiment moi j'ai cette expérience dès lors qu'on est une organisation minoritaire,
qu'en fait, les gens, en fait, ils peuvent se dire « Ah ouais, purée, bon, moi, j'y vais pas parce que, justement, mes enfants, mon travail, mon truc et tout. » Il ne faut pas être trop dur avec cette stratégie un peu paillette, un peu flamboyante. Moi, par exemple, j'en fais des tonnes sur la une de Time Magazine avec Assa Traoré. Bon, déjà parce que je trouve que c'est une victoire immense, en fait. Mais aussi pour dire, il faut aussi valoriser ce qui est positif. En fait, les luttes les plus glorieuses sur l'après-guerre mondiale en France, c'est des luttes qui sont menées par des immigrés. Vous prenez 67, 68, Boulogne-Billancourt, Renault, vous prenez, j'en parle dans le livre, les Sonacos, c'est-à-dire ce qui a produit le droit au logement, et c'est 8 ans de grève. Bon, est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de lancer une mobilisation avec 8 ans de grève des loyers, avec des occupations? Là, on croit que c'est les marches climat, etc., qui sont dans l'innovation en termes d'occupation. Ça occupait déjà à l'époque, et le risque, c'était qu'on soit renvoyé au pays. Donc, c'était des risques énormes. Il y a eu des blessés, il y a eu la police qui chargeait, etc. Et ça a duré 8 ans. Donc, c'est pas vrai de dire que les immigrés, c'est des gens qui rasaient les murs. Non, au contraire, c'est des gens qui, malgré le contexte, en fait, luttent quand même. Vous voyez, c'est plutôt le contraire qu'il faut dire. Et ça, il faut aussi le valoriser. Bon, et voilà, et pour finir, il faut le valoriser, mais c'est ce que je disais, parce que c'est bien de se grandir, en fait. Franchement, quand on est minoritaire, il ne faut pas hésiter. Quand on est descendant d'immigration, ce que vous disiez, les Portugais, en fait, la première génération de Portugais, c'était des Arabes, en fait. C'est comme les Italiens, c'est comme il y avait des ratonnades à l'époque d'Italiens dans le sud de la France. Voilà. Alors, la seule différence, si je peux me permettre, c'est une petite parenthèse, c'est à partir de la deuxième génération. C'est-à-dire que, oui, la première génération subit de la xénophobie, effectivement, et des discriminations structurelles, c'est-à-dire c'est une population qui va être moins payée, qui va avoir les tâches les plus pénibles, etc. On le voit dans les mines, par exemple, dans le nord de la France. Les Polonais, les Italiens, etc., en fait, ils ont été moins bien traités que les Français de souche, entre guillemets, comme on disait à l'époque. Mais par contre, dès la deuxième génération, ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'esclavage et la colonisation. Ce n'est pas une population qui a été mise en esclavage, qui a été colonisée. Et ça, c'est ce qui fait que ce n'est pas, la discrimination ne se transmet pas par le sang, en fait. Alors que les Noirs et les Arabes, franchement, t'en as en France, je parlais des Kabyles, ils sont là depuis 1920 dans la région parisienne. Merci beaucoup, Fatima. C'était très riche, très intéressant, et c'est vraiment très sympa de nous avoir partagé votre vision des choses qui se rapproche de celle que moi aussi j'ai par rapport au rôle de la mère, qui est une femme invisible, mais qui est dans les coulisses et qui est aussi une cheftaine de sa famille. Et puis le rôle aussi qui est des quartiers populaires, qui ont quand même aussi, qui sont des porte-paroles, qui ont des choses à apporter dans la scène politique. Donc il y a plein de choses c'est un carrefour, en fait. C'est intéressant, c'est des pépites qu'il faut qu'on mette en avant et qu'on mette en lumière. Il faut que les projecteurs soient un petit peu aussi qu'ils soient projetés sur eux, parce que je pense que c'est eux qui ont les solutions, quoi. C'est un laboratoire, les quartiers populaires. Moi, juste vous dire il y a tout à l'heure, quand on parlait de stratégie autour des mères, mais en fait, en réalité, c'est pas tant les mères, c'est les enfants, en fait, le sujet politique. Vous voyez, par exemple, le livre, là, quand il est sorti en septembre, il a beaucoup marché dans les milieux féministes. Je pense aussi parce qu'il y avait un petit malentendu sur... moi, j'allais parler des mères, mais dans une perspective individuelle, presque individualiste, en fait, sur les mères. Alors, comment elles concilient leur vie sexuelle, leur vie professionnelle. Donc, c'est encore les mères, dans une tradition féministe classique en France qui est très individualiste. Et en fait, non. Moi, je parle très peu, finalement, des oppressions que subissent les mères dans le livre. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Moi, j'aurais pas fait de livre si ça ne concernait pas les enfants, en fait. C'est ça qui... Bon, après, c'est le côté un peu... c'est presque un truc pas si politique que ça, quoi. C'est un truc plus profond, en fait. Pour nous, c'est ce que disait Fatih Hadamich, pour nous, c'est pas grave. C'est pour les enfants que c'est grave, en fait. Avec ce petit truc, un peu Calimero, en fait, où quand tu as un oppresseur en face de toi, tu te dis... En fait, il va quand même avoir pitié des enfants. Il y a un truc autour de... pour moi, c'est pas grave, mais quand même pas les enfants, quand même. Et c'est de se dire, si, les enfants aussi, quoi. Et c'est tout cette idée de désenfantisation. Mais tout ça pour dire que cette idée-là, des enfants, on n'est pas les mêmes quand il s'agit des enfants, on est prêt à se battre quand il s'agit des enfants, etc. Je trouve qu'on la retrouve vraiment dans la tradition écologiste en France, de l'écologie radicale, l'écologie politique, mais dès les années 70, et qui parlait... Alors, c'est vrai que c'était Génération Future, c'était un truc très abstrait de 2400, 2500, enfin c'était un truc où je trouve que c'est vrai que dans la classe ouvrière,
il y avait un truc qui ne matchait pas, en fait, parce que tes enfants, ils subissent une telle violence sociale que tu ne peux pas te projeter sur 2400, ça c'est évident. Mais dès lors que profiter, en fait, du désastre écologique qui se rapproche de plus en plus, bon, profiter entre guillemets, c'est-à-dire, oui, là, ce n'est pas 2400, c'est là, tout de suite, pour, en fait, remplacer Génération Future par enfants. En fait, les enfants, quand on parle des enfants, même quand on n'en a pas, moi j'en parlais même quand j'en avais pas, on parle de notre destin vraiment commun. C'est qu'est-ce qu'on va devenir, en fait. Stratégiquement, y compris pour des écologistes, ça va vraiment permettre à l'écologie, c'est une écologie de classe, voilà, c'est une écologie très blanche quand même, et sur les enjeux voilà, de CSP+, et des enjeux très abstraits. En fait, le simple fait de parler des enfants, déjà, vous êtes à fond dans la classe populaire, en fait, dans la classe ouvrière, dans l'immigration, parce qu'en fait, les seuls qui parlent des enfants, quand vous regardez bien, les seuls qui en parlent de manière politique et de manière, c'est la classe ouvrière. Parce qu'elle n'a pas le choix, encore une fois, parce que les enfants de la classe ouvrière subissent beaucoup plus de violences sociales que d'autres. L'articulation écologique quartier populaire, elle peut se faire autour de cette question de nos enfants, du monde de demain, etc. Je suis d'accord avec quasiment tout ce que vous dites. D'ailleurs, juste une petite précision. Bon, je me suis peut-être mal fait comprendre sur le côté syndrome Jésus-Christ, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ouais. Non, je vois ce que vous voulez dire en plus. Syndrome Jésus-Christ, je vois tout à fait. Et puis sur le côté, on lutte, on gagne, on lutte, on grandit. Bon, ça après ça dépend. Je vous dis si c'est Assa Traoré. Et c'est ça. Parce qu'il y a des critiques, je sais qu'il y a des critiques dans les milieux radicaux sur mais du coup c'est Star System, c'est machin, et c'est une femme noire, musulmane, qui vient des quartiers populaires, son frère est mort, elle a des frères en prison, machin, et un peu d'humilité, quoi. Et justement, au contraire, vous voyez bien que c'est stratégique, vous voyez bien que c'est pas pour se stariser ou pour je sais pas quoi. Son frère est mort, vas-y, toi, tu remplaces, tu as la une time et ton frère, et tu lâches ton frère. Pourquoi les États-Unis par rapport à la France? Parce que la France ne comprend que ça. Et à un moment donné, tu te dis même, purée, mais j'espère que la France va être sous tutelle des États-Unis, tellement, par exemple, sur la période islamophobe là, qu'on a eue les dernières semaines, Macron a commencé à mettre un petit peu d'eau dans son coca, que dès lors qu'il y a eu la pression du New York Times, de Financial Times, de machin, qui lui disait, mais c'est grave, c'est islamophobe en fait ce que vous faites. Et là, du coup, il a un petit peu changé les termes, etc. Mais il n'en avait rien à foutre des 6 millions de musulmans qui vivent en France. Voilà, 6 millions, pourtant c'est quand même une minorité qui commence à être costaud démographiquement. Mais voilà, ce qui compte, c'est l'image à l'étranger, parce que la France, elle n'existe que par rapport à son image dans le monde. Je trouve Extinction Rebellion, c'est ça aussi qui peut bien matcher. C'est le fait que c'est une organisation qui est internationale, les marches climat, c'est international, etc. Et ça met une pression. Et donc, donc parfois, ça paraît Jésus-Christ. Et en fait, en réalité, il y a une stratégie derrière de contournement en fait, du verrouillage politique français. Où quand c'est franco-français et tout, ils écrasent les minorités. En fait. Et c'est quand tu passes par l'étranger que tu reviens et bim. Voilà. Et donc, entre nous, on peut se dire que oui, lutter, c'est perdre. Mais en même temps, on peut aussi s'accorder pour dire que stratégiquement, ce qu'il faut donner à voir de nous, c'est des super-héros, en fait, des super-héroïnes. Pour donner envie aux gens, en fait. Pour se dire, ah ouais, purée, c'est trop la classe de lutter, en fait.